Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire, vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet, vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Eh bien, c'est ici que ça se passe, pour mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans la vie économique, dans notre futur. Comment ça marche? Est-ce que c'est fiable? À quoi ça sert? À quoi ça peut servir? Dans chaque podcast, nous essayons de vous apporter des réponses concrètes avec des spécialistes. Aujourd'hui, nous allons prendre le large, nous allons prendre la mer, nous allons parcourir les océans. Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy. La propulsion navale de l'atome dans le moteur. Cet épisode de Nucléaire en clair est consacré à la propulsion navale grâce à l'énergie atomique. Dans un autre numéro que vous pouvez écouter en consultant sphène.org, nous parlons du voyage spatial vers Mars qui se fait et qui se fera grâce à la même énergie nucléaire. Aujourd'hui, nous restons sur la Terre, ou plutôt sur la mer et aussi sous la mer. Sous-marins, porte-avions, destroyers, brise-glace qui fonctionnent grâce à des petits réacteurs nucléaires embarqués. Ça n'est pas de la science-fiction, ça existe depuis une 60aine d'années. Pour en parler avec nous, deux experts venus d'une société spécialisée dans ce domaine, une société française très performante. Il s'agit de Technip Atome. D'abord, Gisèle Demirjian, bonjour madame. Bonjour. Alors vous, c'est plutôt les porte-avions. Oui. Et monsieur Hugues Martin, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes dans les sous-marins. Absolument. Mais on va voir qu'il y a des choses qui se complètent et vous avez des domaines qui se rejoignent assez souvent. Alors d'abord un mot sur votre société Technip Atome. Pour résumer, disons depuis 45 ans je crois, vous concevez, vous fabriquez des petits réacteurs nucléaires, c'est ça? Tout à fait. Alors, petits comment? Pour donner un facteur d'échelle, un petit réacteur embarqué sur un sous-marin ou un porte-avions, le réacteur tient dans une cuve de grande centrale. Voilà, donc tout est miniaturisé pour rentrer. Comment on ne sait pas forcément ce que c'est qu'une cuve d'une grande centrale. C'est par exemple pour donner par rapport à une voiture, par exemple. Oh, c'est quelques voitures, je disais. Ouais. Alors la cuve qui supporte le générateur de vapeur, la compacité réside en ce concept d'avoir un générateur de vapeur sur la cuve, est de hauteur pour le porte-avions Charles de Gaulle, là, de l'ordre de 11 mètres, pour donner un ordre de grandeur. 11 mètres. Est-ce que ces réacteurs, ces petits réacteurs, sont encore plus petits dans les sous-marins? C'est encore plus petit dans les sous-marins. Un diamètre de coque d'un sous-marin, c'est 6, 7, 9, 10 mètres suivant les modèles. Ouais. Et donc on est encore un tout petit peu plus compact que ce que Gisèle vient de dire. Alors ça a un gros avantage par rapport à la propulsion classique, disons au fuel, c'est que les moteurs de bateau, on a tous vu ça, même si on n'en a pas vu en vrai, mais dans les films, les moteurs de bateau, c'est énorme. Oui, donc nous avons instruit un dossier qui avait pour objet de comparer une esquisse nucléaire et une esquisse classique dit à moteur à diesel. En termes de compacité, c'était relativement équivalent. C'est à peu près l'équivalent. Même chose pour les sous-marins, quand il s'agit d'équiper un sous-marin avec une propulsion non nucléaire, est-ce que ça prend plus de place? Alors vous avez le dispositif lui-même et puis vous avez, si c'est pas nucléaire, son carburant. Donc, ça prend la place. Et voilà, le carburant va prendre de la place. Et par ailleurs, sur des systèmes qui fonctionnent avec de l'air, sur un diesel, ça rend le sous-marin détectable puisqu'il doit régulièrement remonter à la surface pour pouvoir avoir de l'air, le comburant qui va faire brûler le Ça, c'est fuel. un atout formidable parce qu'on n'est pas obligé de remonter en surface parce qu'on n'a pas besoin d'oxygène tout simplement. Alors exactement. Alors là pour le coup c'est une caractéristique qui est plus utile aux sous-marins qu'aux porte-avions, mais cette propulsion nucléaire lui permet d'être quasiment indétectable pour les bateaux, les avions, pour l'ennemi finalement, puisqu'il peut rester sous l'eau quasiment indéfiniment grâce à son énergie nucléaire. Et dans les deux cas, sur les porte-avions et sur les sous-marins, c'est la même technologie. On est sur un concept équivalent de chaufferie compacte. Alors, chaufferie, parce que le principe est le même que dans les centrales nucléaires sur Terre. Il s'agit de faire chauffer de l'eau pour fabriquer de la vapeur d'eau qui fait tourner une turbine. C'est ça, en gros, je résume. Tout à fait. Est-ce que c'est exactement la même technologie que les centrales nucléaires françaises? C'est de l'eau pressurisée, comme on dit?
Oui, c'est de l'eau pressurisée. La principale différence réside dans le fait qu'il n'y a pas de boucle secondaire, comme sur les centrales civiles. C'est le générateur de vapeur qui est positionné sur la cuve. Et donc, ça donne une certaine compacité, un gain de place. C'est plus simple, en réalité. C'est plus simple, plus compact. Le combustible, vous en parliez, Monsieur Martin, le fuel, ça prend une place énorme, le diesel. Là, ça tient dans combien de valises, si j'ose dire, l'uranium? Un cœur de réacteur nucléaire, c'est entre 5 et 10 valises quand vous partez en vacances, pas plus que ça. Donc là, c'est quand même moins encombrant que d'avoir des cuves de fuel. C'est beaucoup moins encombrant. Et puis, cette compacité, elle a aussi un autre intérêt majeur à bord de nos installations, c'est que nous avons des personnels, des marins qui vivent juste à côté. Et donc, cette architecture-là, très compacte, comme a décrit Gisèle, ça permet de ne pas avoir de tuyauterie primaire qui circule dans l'installation. Et donc, on conserve la partie rayonnante vraiment au cœur du bloc réacteur et on émet très peu de rayonnement à l'extérieur, finalement. Et sur le porte-avions, un des atouts, c'est de limiter la durée en ravitaillement, comparé au diesel finalement. Le ravitaillement, c'est une opération délicate où le bateau devient vulnérable finalement. Et donc, il est plus manœuvrant. Sauf que je vous dirais que pour les porte-avions, il y a aussi les avions. Et que les avions, il faut mettre du fuel dedans, il faut mettre du kérosène. Tout à fait. Il y a des ravitaillements prévus pour le kérosène des avions et pour les vivres, la vie à bord. Vous parliez des équipages, justement. Ça, c'est un petit peu angoissant, de certaine façon, de savoir qu'on vit et qu'on dort à côté d'une centrale nucléaire, non ? Écoutez, je crois que nos marins sont très contents, se sont vraiment appropriés depuis plus de 50 ans ces technologies et je ne pense pas qu'ils le vivent de façon angoissée. Mais est-ce qu'il y a des sécurités renforcées par rapport aux centrales sur Terre ? Disons que en termes de philosophie de conception, une chaufferie nucléaire embarquée, on ne va pas répondre exactement au même objectif. Sur une centrale à terre, l'objectif premier, il est économique. Il faut produire du courant et plus vous produisez de courant et plus votre installation est rentable. Tout ça, évidemment, en sûreté, bien entendu, mais avec une dimension économique qui est très présente. À bord de nos bateaux, la priorité, c'est pas celle-là. La priorité, c'est quoi qu'il arrive, il faut fournir de l'énergie parce qu'il faut faire avancer le bateau. Et donc, finalement, nos conceptions sont très résilientes à tout un tas de situations, y compris militaires. Et il faut, finalement, pour un porte-avions comme pour un sous-marin, produire beaucoup moins d'énergie que n'en produit une centrale nucléaire classique. Ah oui, absolument. Oui. Toutefois, c'est un atout majeur pour le porte-avions. Il peut naviguer une dizaine d'années sans recharger le combustible. Donc on fait le plein une fois tous les 10 ans. Tous les 10 ans pour le futur porte-avions. Et celui qui navigue aujourd'hui, qui est le Charles de Gaulle, c'est 8 ans. Et cette énergie, elle couvre les besoins à la fois de la propulsion, mais aussi le lancement des avions et tous les besoins de la vie à bord, 2000 personnes quasiment. Alors donc ça c'est un point très important pour les porte-avions comme pour les sous-marins. L'autonomie, il y a aussi la vitesse pour les sous-marins. Un sous-marin classique sans propulsion nucléaire, il va moins vite qu'un sous-marin à propulsion nucléaire. Alors, il va moins vite et surtout beaucoup moins longtemps. Sur un sous-marin classique, si vous allez à pleine vitesse, vous allez très vite décharger vos batteries et vous allez devoir remonter à la surface, reprendre une prise d'air. Avec un sous-marin nucléaire, vous pouvez aller à pleine vitesse pendant très longtemps sur un rythme très soutenu. Il y a aussi le facteur puissance du moteur. Je pense, ça ne vous concerne pas parce que ce n'est pas une application militaire, mais les brise-glaces, par exemple, qui sont des bateaux civils, utilisent notamment les brise-glaces russes, l'énergie nucléaire pour se propulser, et ça donne de la puissance, le nucléaire. Oui. Il faut être en capacité, pour le Charles de Gaulle,
de propulser un bateau d'environ 40 000 tonnes, voire plus, et de catapulter des avions. Donc ça nécessite effectivement un appel de puissance important. Le futur porte-avions, on parle d'une classe 75 000 tonnes. Donc il faut effectivement que la chaufferie soit en capacité de fournir la puissance nécessaire. Hugues Martin, il y a deux types de sous-marins. Il y a les sous-marins qui sont tous les deux à propulsion nucléaire, mais certains ont des engins à tête nucléaire et d'autres pas. C'est absolument. Bien ça, donc les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui est un sigle qu'on entend parfois, SNLE, eux emportent l'arme nucléaire mais sont dotés de propulsion nucléaire. Et puis les sous-marins nucléaires d'attaque, les SNA, eux sont à propulsion nucléaire mais n'emportent pas l'arme. Et ce sont des bâtiments qui sont dédiés plutôt à des missions très opérationnelles, des missions de commando, des missions d'accompagnement du groupe aéronaval, dont le porte-avions par exemple. Donc ce sont des bâtiments qui ont des emplois tout à fait différents. Alors pour ceux qui sont équipés d'engins à tête nucléaire, plus du nucléaire pour la propulsion, ça fait beaucoup de nucléaire dans un tout petit endroit quand même, tout ça, non ? C'est très condensé, mais de manière générale, on a l'habitude de dire qu'à bord d'un sous-marin militaire, il y a presque que des choses dangereuses. Il y a des explosifs, il y a des armes, il y a un réacteur nucléaire. Donc tout notre savoir-faire consiste justement à faire cohabiter tous ces systèmes en sécurité et puis à étudier tous les cas possibles d'agression mutuelle pour démontrer qu'en toute situation, ça demeure des installations qui vont être sûrs et qui vont être maîtrisés. Alors à propos de sûreté, de sécurité et de longévité de ces appareils, notamment des porte-avions, c'est pas une technologie récente, hein. Je crois que Gisèle Despergian, vous me corrigez si je me trompe, je crois que le premier gros porte-avions américain, c'était un américain dans les années 60, c'était le USS Enterprise, hein, c'était donc le premier, et il a duré très très longtemps, jusqu'en 2013 je crois. Ouais. Oui, alors on n'a pas tout à fait les mêmes technologies que les Américains. C'était quand même... Bon, mais effectivement, ce sont des installations qui durent dans le temps. Nos installations, aujourd'hui, elles sont faites pour durer 40 ans. Et le nucléaire, finalement, confère un niveau de fiabilité assez important. Les exigences de sûreté nous conduisent à concevoir des matériels fiables et à prévoir des redondances pour qu'ils ne tombent jamais ou très rarement en panne. Le futur porte-avions qui sera également nucléaire, horizon 2038. C'est très important que la France ait choisi de continuer sur cette lancée de la propulsion nucléaire pour un porte-avions. Tout à fait, donc c'est une décision du président de la République qui date du 8 décembre 2020. Et cette décision, elle est importante. Les atouts qui ont conduit à cette décision sont au nombre de deux. Le premier, c'est l'indépendance énergétique, l'autonomie dont on vient de parler. Une dizaine d'années, sans recharger. Et le deuxième, c'est effectivement la fiabilité, une installation sûre qui permet aux marins de répondre à leur mission opérationnelle, finalement à nous protéger, nous défendre. Cette décision, elle permet d'inscrire ces technologies dans la durée, d'entretenir des compétences qui sont extrêmement pointues. Et en réalité, elle a beau avoir quelques dizaines d'années maintenant, 50, 60 ans, 70 ans, cette technologie, il y a très très peu de pays qui la maîtrisent aujourd'hui. Il y a 6 pays dans le monde. Au niveau de maturité qu'est le nôtre en France, et de façon autonome sur le plan national, on ne sommes que 3, les États-Unis, la Russie, la France. Et donc en fait, ces choix industriels sont très très structurants pour les compétences sur les territoires français qu'on entretient depuis maintenant 50, 60 ans. A priori, des navires de guerre, des porte-avions, des sous-marins, c'est des zones de danger. On y ajoute du nucléaire, c'est une complication supplémentaire, mais étrangement, si j'ose dire, aucun des incidents, des accidents, même graves, que ce soit en France ou ailleurs, n'a été vraiment provoqué directement par le nucléaire. Non, effectivement, à bord de ces bâtiments, aujourd'hui, il n'y a pas d'accident recensé dont l'origine soit le procédé nucléaire. Et donc, dans nos conceptions, on essaie d'anticiper un maximum tout un tas de situations pour justement être résistant à des scénarios dégradés, des agressions. Pour donner un exemple de ce qui caractérise un peu nos équipements, contrairement à une grande centrale, ils doivent résister au choc militaire. Ça veut dire qu'ils doivent résister à une explosion.
à proximité de la coque. Bien sûr. Et donc une agression, une agression, une explosion militaire, c'est une charge qui fait en accélération entre 5 et 10 fois ce qu'est un séisme à terre, par exemple. Parce que par exemple, on a en mémoire la tragédie du Kursk en 2000. C'était un sous-marin de conception soviétique lancé par la Russie. 118 morts, les gens sont restés au fond, les marins sont morts dans des conditions atroces, mais ça n'était pas un problème nucléaire. Non. C'était un problème effectivement de ce qu'on en sait sur la pyrotechnie, donc une explosion d'une torpille qui ensuite s'est répandue à l'intérieur du bâtiment. Alors, chez Technic-Atom, vous êtes actuellement dans la grande aventure du futur porte-avions et du Barracuda. C'est un programme qui s'appelle comme ça. Absolument. Et le premier sous-marin Barracuda, de la gamme Barracuda, a été lancé et même remis à la marine. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est un sous-marin nucléaire d'attaque, le Barracuda. Donc, on va en construire au total 6 unités. Et donc, le premier de la série, le Suffren, a été mis à l'eau en 2020. Vous prononcez Suffren, je ne sais pas, moi j'aurais dit Suffren, mais bon. Officiellement, c'est la prononciation à retenir. C'est donc un carnet de commandes bien rempli, et tous ces sous-marins sont identiques ? C'est une gamme les cohérente. sous-marins de la classe Barracuda sont identiques. Évidemment, quand on regarde de très près, les années passant, on a l'obligation de traiter un certain nombre d'obsolescences, par exemple, d'équipements qui disparaissent, qu'il faut remplacer. Mais dans ces grandes lignes, ce sont les mêmes bâtiments. Et donc, on a depuis, l'État français, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, s'astreint à enchaîner les programmes de façon bien cadencée, de sorte que d'un programme à l'autre, on ait un maintien d'activité qui garantit ce maintien de compétences. Donc aujourd'hui, ce sont les Sénats de type Barracuda. Et on va démarrer le programme des sous-marins nucléaires de troisième génération qui, dans quelques années, commenceront à exister physiquement sur leur site de construction à Cherbourg. On évoquait tout à l'heure les brises-glaces. Pourquoi il n'y aurait pas des bateaux de croisière, finalement ? Ça poserait des problèmes ? Alors, je soumettrai cette idée-là à mes collaborateurs de Chantier de l'Atlantique avec lesquels nous coopérons pour le futur porte-avions. Ouais. L'inconvénient majeur pour un bateau de croisière, c'est les installations à terre. Oui, c'est ça. C'est le support rechargement, terrestre. etc. Terrestre, effectivement, le support terrestre. Parce que c'est bien spécifique et là, dans le cadre militaire, c'est prévu. C'est encadré, c'est organisé. Ces bâtiments ne sont pas accueillis n'importe comment dans n'importe quel port. Oui, bien sûr. Il faut pouvoir... Effectivement. On vous écouterait pendant des heures, mais il y a quelque chose qui me frappe pour conclure, c'est que dans votre champ d'activité, qu'on a bien défini, qu'on a bien compris, il y a beaucoup de controverses sur le nucléaire civil, il y a beaucoup d'antinucléaires, etc. Bon, mais vous, jamais. On n'en parle pas. Comment ça se fait ? Comment vous arrivez à ne pas être critiqué ? Parce que vous êtes apparemment très sûr, très fiable, on l'a montré. Quel effet ça vous fait d'être comme ça, des nucléaires tranquilles, quoi ? D'abord, par nature, de par nos missions, on est discret. Ouais. C'est la dissuasion, on est discret. Et je pense qu'il y a un facteur d'échelle. Le nucléaire militaire, à comparer au nucléaire civil, c'est une très faible proportion du nucléaire. Puis on a la chance que l'enjeu stratégique de défense, quelque part... il y a un consensus, donne un statut très particulier à cette activité. Eh bien, je vous remercie tous les deux, Gisèle de Myrgian et Hugues Martin, tous les deux de la société Technic-Atom. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sfen chez vos diffuseurs habituels ou sur le site de la Sfen, sfen.org. À bientôt.